Mika Long me dit un mot sur la blessure d'Albert Ellis. As-tu des infos? Alors non, j'ai pas d'infos. J'avoue que j'ai même pas vu l'image. Voilà. Je sais que je suis comme tout le monde. Je sais qu'il est dans le plongé dans un coma artificiel et qu'il a été opéré et que le pronostic vital est toujours en jeu. Voilà. Donc je suis comme tout le monde. Je suis inquiet et j'espère pour lui qu'il se remettra vite. Geoffrey Hanoff me dit Galtier à Marseille cet été, est-ce un risque ou une évidence selon toi? Ni l'un ni l'autre. C'est une option. C'est une option. Et quelque part, je pense que l'intérim de Jean-Louis Gasset va plaider pour Galtier, parce que d'abord, on arrête avec ces entraîneurs étrangers et on refait un peu du français et on a, je dirais, la philosophie de Galtier et de Gasset sont quand même assez équivalentes. El Simmat me dit, tu expliques comment cette sortie de Mbappé à l'heure de jeu, alors que Paris perd en plus contre Rennes au Parc, une punition pampan-cucu d'Enrique, comme il ose s'inventer dans les médias en disant qu'il faut apprendre à jouer sans Kylian car il part en fin de saison. C'est comme ça que l'on traite un des meilleurs joueurs du monde actuel qui a tant donné au PSG pendant des années. Et penses-tu que cette stratégie est constructive pour la Ligue des Champions? N'oublions pas que nous ne sommes pas encore qualifiés pour les quarts de finale et que nous aurons besoin de lui jusqu'au bout si c'est le cas. Comme toujours avec Mbappé, j'ai lu énormément de choses contradictoires. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui s'étaient émus qui jettent son brassard, qui fasse la gueule en sortant. J'ai pas trouvé du tout qu'il faisait la gueule, ni en sortant, ni encore sur le banc. On l'a même vu célébrer le pénalty de Ramos. Donc, de toute façon, on le sait, pour certains, tout ce qui concerne Mbappé est à charge. Je pense que si la décision de Mbappé n'était pas officielle, je pense jamais que Enrique l'aurait sorti. C'est ça qui me gêne dans cette histoire. Pas qu'il le sorte une fois de temps en temps, surtout que, n'oublions pas que le PSG a 11 points d'avance en championnat et que maintenant, l'important, c'est les deux compétitions qui sont pas encore scellées dans le marbre pour le PSG, c'est-à-dire la Coupe et surtout la Ligue des Champions. Donc, qu'on laisse un petit peu de repos à Mbappé, ça me paraît pas idiot, mais je pense aussi que si Mbappé n'avait pas annoncé au club sa décision de partir, il y aurait jamais eu il serait jamais sorti dans ce match. Donc c'est ça qui me gêne. Et puis ce qui me gêne aussi, c'est que quand t'es mené au score, tu fasses sortir Mbappé et Dembélé. Voilà. Mais bon, ça fait un petit moment que j'ai renoncé à comprendre ce que fait Luis Enrique. Yvous me dit, on tombe logiquement sur les entraîneurs quand ça va mal. On peut aussi féliciter Julien Stéphan pour son match d'hier contre le PSG. On a vu son empreinte dans la composition et le contenu. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que la compo d'équipe de départ... en même temps, je dois être honnête, j'ai pas tout à fait compris parce que, ok, il rejoue dans 4 jours, mais enfin, il joue contre le Puy, donc quitte à faire tourner, t'aurais pu faire tourner contre le Puy. Mais il faut reconnaître que l'équipe qu'il a mis au point a réussi parfaitement à faire déjouer ce PSG qui a en même temps pas besoin de grand chose pour déjouer. Mais bon, de toute façon, un entraîneur, ça se juge avant tout sur les résultats. Et les résultats de Julien Stéphan depuis qu'il est au club sont absolument excellents. Et même si je l'aime pas, je dois le reconnaître. Lichagon me dit, Lyon s'impose pour la 5e fois consécutive, mais comme le concède justement Pierre Sage, ce n'est pas convaincant dans le jeu. Que penses-tu de ce contraste entre performance et résultats par rapport au début de saison? Je pense surtout que les joueurs sont meilleurs et qu'à partir du moment où les joueurs sont meilleurs, t'as toujours un joueur qui va te sortir un geste que
que t'avais pas au début de la saison, où Lacazette était très isolé, où on demandait trop de choses sur le plan défensif au milieu de terrain à Cacré. Voilà, je pense que l'apport de Matic au milieu de terrain parvient à libérer Cacré, et que Nuama surtout, et peut-être Benrahma sur la durée, apporte à Lacazette plus de confort, plus d'occasion, plus d'espace. Même si c'est vrai que pour l'instant, le jeu n'est pas ultra convaincant, et que le match contre Metz n'a pas été extraordinaire non plus. Benjamin Meunier me dit « Les recours à la VAR ont particulièrement augmenté ce week-end, avec souvent pénalty ou rouge à la clé. Penses-tu que la direction de l'arbitrage a fait passer un message ?» Oui, je l'ai déjà dit dans une question. Oui, je pense que, en tout cas, c'est tout à fait patent que les arbitres ont été beaucoup plus consultés le VAR. Et je pense que c'est bien, parce que au moins c'est l'arbitre qui est sur le terrain qui prend la décision finale, et que ça c'est important pour permettre à avoir une décision juste. Alors après, on s'aperçoit avec le penalty accordé au PSG qu'il peut encore y avoir contestation, comme le penalty non donné à Lens. Voilà, il y a toujours des motifs à contestation, mais ça c'est le foot qui veut ça. Mais en tout cas, je trouve que le fait que les arbitres aient consulté le VAR beaucoup plus régulièrement est quand même une bonne chose. Pascal me dit, concernant la diffusion actuelle de la Ligue 1, avez-vous une préférence concernant le média, c'est-à-dire Canal et Prime, qualité des contenus proposés, qualité des commentateurs et donc des commentaires ou d'autres critères? Alors très franchement, je m'en fous complètement. Peu importe qui aura les droits, comme dirait Patrick Bruel. Ouais, moi ce qui compte c'est de voir les matchs. Comme je dis, je n'ai plus aucune ambition de retrouver un micro, donc voilà, moi, ce qui compte c'est que je puisse voir les matchs et faire mes débriefs avec vous sur YouTube. Le reste m'importe peu. Après, la couverture, je veux dire, Canal, on le sait, ne privilégie plus du tout la Ligue 1 dans son offre, donc de couverture, il y en a quasiment pas, mis à part l'émission de l'excellent Clément Gachny après le match du samedi soir. Voilà, en tant qu'ancien de Canal, je ne peux que regretter qu'il y ait si peu de Ligue 1, et puis côté Amazon, voilà, c'est une demi-heure avant le coup d'envoi, une demi-heure après le coup d'envoi. Je trouve ça minimaliste. Quant aux commentaires, c'est toujours l'actualité heureuse de la Ligue 1, et tout est beau, tout est formidable. Vous le savez, je suis pas comme ça. Pascal me dit, avec le départ de Mbappé, la Ligue 1 va perdre un grand joueur. Est-ce que selon vous, la Ligue 1 sera plus passionnante? Pas forcément par rapport à son niveau, mais par rapport à la course au titre. Comment répondre à cette question alors qu'on ne sait pas ce que le PSG va faire avec l'argent économisé sur le salaire de Mbappé? C'est impossible de répondre à cette question. Vont-ils prendre, s'ils prennent Yoro, Guimaraes, Bernardo Silva, et puis peut-être Osimhen, évidemment, il y aura toujours aucun suspense en Liga. S'ils prennent des joueurs branquignoles, il y en aura peut-être beaucoup plus. C'est surtout la qualité du recrutement du PSG qui décidera des suspens de la Ligue 1. Maintenant, encore une fois, le PSG est programmé pour performer en Ligue des Champions. Et quand tu joues en Ligue 1, performer en Ligue des Champions, ça veut dire écraser la Ligue 1. Donc, rien n'est anormal là-dedans. Antoine Benet me dit, le TFC reste sur 2 victoires de prestige contre Monaco et Lille, et en plus de la double confrontation contre le Benfica, l'équipe semble en progrès. Crois-tu le club capable de jouer le top 8 à minima en fin de saison?
Ouais, doucement. Doucement. Pour l'instant, Toulouse n'a que 4 points d'avance sur le barragiste, donc c'est pas le moment de sortir les clairons. Après, c'est vrai que les 2 matchs contre Benfica, le match à Monaco et surtout le match contre Lille sont autant de démonstrations que il y a quelque chose qui commande à prendre forme à Toulouse. Je le dis d'autant plus facilement que j'y croyais pas. Et que j'avais aucun plaisir à avoir joué cette équipe et je trouvais qu'il n'y avait pas de ligne conductrice, je trouvais ça chiant à mourir. Et là, il y a quelque chose, ce qui prouve, un petit message à mes amis supporters strasbourgeois, qu'une équipe très jeune peut performer aussi en Ligue 1, sauf que au stadium, il n'y a pas de banderole, on passe pas son temps à gerber sur l'investisseur étranger et tout. C'est peut-être aussi la tranquillité qui entoure le club toulousain qui fait partie de la réussite de ce club en ce moment. Lichagoun me dit, en prenant l'exemple de l'excellent Pierre Liesmelou, comment expliques-tu que des joueurs crèvent l'écran sur le tard de leur carrière? Il y a pas de règle. Il y a des joueurs qui sont hyper performants dès l'âge de 18 ans, d'autres qui atteignent leur maturité plus tard. C'est vrai que même si j'ai toujours beaucoup apprécié Liesmelou, même quand il était à Nice, et que j'ai toujours trouvé que c'était un joueur sous-coté, il ne rayonnait pas. Bon, il jouait pas à ce même poste non plus, mais il ne rayonnait pas comme il rayonne aujourd'hui. Voilà, c'est aussi une question d'entourage, de climat autour du joueur. Enfin, c'est tout ça qui fait qu'un joueur performe ou pas. Après, évidemment, l'hygiène de vie, et le fait d'avoir aussi la chance d'être tranquille sur le plan physique, ça change évidemment beaucoup de choses.